j'ai oublié mes notes. Voilà. Organisation. Que mamie Alzheimer, toi-même tu sais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. Et ça fait super longtemps que je vous avais pas tourné un bilan lecture. Et même que je n'ai pas tourné de vidéo tout court. Donc j'espère que je me rappelle encore comment on fait, parce qu'on perd vite les habitudes. Je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus depuis fin novembre, mi-décembre. Il y a 4 livres à vous présenter, donc je commence tout de suite. Le premier livre dont je vous parle, c'est le 3e tome du cycle de Sif qui s'appelle Les chiens et la charrue. C'est toujours de Patrick Downey, et cette fois-ci c'est publié aux éditions Au Diable Vauvert, puisque c'est du grand format. J'ai adoré ce 3e tome, j'adore cette saga, je crois que je ne suis plus du tout objective à ce stade. C'est vraiment une très belle découverte de cette année. Donc c'est de la fantasy adulte, comme je vous en parlais déjà dans les 2 premiers tomes. Donc là je vais pas trop m'apesantir sur le résumé de ce 3e tome, on retrouve juste Sif qui est en mauvaise posture, il est en pleine crise existentielle, mais comme il n'est pas du genre à se laisser abattre, et ben il va repartir sur les routes, faire de nouvelles rencontres, vivre plein d'aventures. Et dans ce 3e tome, on recroise la route de certains personnages qu'on avait croisés déjà dans les tomes précédents, donc ça c'était plutôt pas mal. On a Sif qui est maintenant adulte. Alors il est jeune adulte, mais on dirait qu'il a vécu 1000 vies tellement qu'il lui arrivait des choses. Le pauvre, franchement, il n'a pas eu une vie facile, mais en même temps il a quand même de la chance dans son malheur. Je trouvais ce 3e tome qui était beaucoup plus mature, beaucoup plus politique aussi. On commence à voir venir tout ce qui est stratégie, tout ce qui est méfiance, complot, mais toujours aussi avec ce fond un petit peu violent, puisque ben voilà, le Sif c'est quand même un mercenaire à la solde de roi ou de seigneur, mais il arrive quand même à garder son indépendance et à se constituer une petite armée, on va dire. Tous les personnages qu'il a pu rencontrer sur sa route précédemment vont quelque part lui servir pour pouvoir créer des alliances. Et ça c'était plutôt chouette de recroiser des personnages qu'on avait vus avant, et du coup il y a un côté un petit peu familier et nostalgique que j'ai bien aimé dans ce tome-ci. Par contre c'est vrai que je commence à ressentir certaines longueurs, il y a un côté très contemplatif, très introspectif. De toute façon dans cette saga on est vraiment plongé dans la tête de Sif qui est le narrateur, on le suit vraiment de près, donc déjà si on n'aime pas le personnage c'est compliqué. Moi j'adore Sif, même si voilà, il a ce côté un peu gueule cassée, un peu bourru, mais j'aime beaucoup ce personnage, donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Ce tome était aussi plus mature dans le sens où on voit l'impermanence des choses, il y a une espèce de prise de conscience de l'âge adulte, que tout passe, que même les amitiés enfantines, ben, une fois que tu grandis c'est pas tout à fait pareil. Enfin voilà, il y a ce côté vraiment beaucoup plus mature, qui est servi toujours par une plume exceptionnelle. La plume de l'auteur est tellement belle, elle est poétique, elle est onirique, mais d'une efficacité vraiment redoutable. Ça se lit vraiment tout seul et c'est super bien écrit. Et puis à la fin, il y a un cliffhanger. Moi je pensais que c'était une trilogie, en tout cas c'est comme ça que Folio me l'avait vendu, comme une trilogie, mais en fait je pense qu'il va y avoir un tome 4. De toute façon c'est sûr, vu le cliffhanger qu'il y a à la fin, qui nous laisse présager quelque chose. Le cliffhanger à la fin nous laisse présager quelque chose pour la suite, où là tu te dis je vois venir le truc, mais s'il faut pas du tout et l'auteur se joue complètement de nous, on sait pas. Je verrai bien, mais en tout cas j'ai très hâte de connaître la suite. Malheureusement je pense pas que ça soit pour tout de suite, parce que ce tome 3 est sorti cette année là, au mois de septembre 2021, donc voilà, je pense que quand même pour écrire des belles bricasses comme ça, il faut un peu de temps. Mais Patrick, je t'en prie, ne me laisse pas comme ça, je veux la suite. J'enchaîne ensuite avec un petit Agatha Christie, donc j'ai lu La nuit qui ne finit pas. C'est aux éditions du Masque, comme d'habitude. Alors ce livre est décrit comme le plus singulier de Agatha Christie, et je confirme, puisque vraiment on est très loin de ce qu'elle a l'habitude de faire avec Hercule Poirot, avec Miss Marple. Là, l'intrigue met beaucoup de temps à se mettre en place. D'habitude, Agatha Christie, voilà, elle te pose ses personnages, elle te pose son intrigue et tout, bim bam boum, tout est clair et hop, on avance. Là, non, ça prend beaucoup plus son temps. Donc, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Mike Rogers, qui est un peu paumé dans la vie. Il est de conditions plutôt modestes, il cumule un petit peu les petits jobs, mais il n'aime pas travailler. Lui, ce qu'il aime, c'est avoir des sous, mais sans travailler. Un jour, il va apprendre qu'une des maisons
une belle demeure va être mise en vente aux enchères, et cette maison a la réputation d'être construite sur un terrain maudit qui appartenait aux gitans et qui l'ont en fait, qui ont mis une malédiction sur ce terrain. Mike il tombe vraiment amoureux de cette maison et il voudrait l'acheter, sauf que il n'a pas les fonds nécessaires. Et puis en allant visiter un petit peu cette maison un peu par nostalgie, il va faire la rencontre de Ellie, une jeune femme de bonne famille, une jeune américaine qui elle se promène un petit peu dans la région et qui voulait voir aussi cette maison un petit peu qui a une réputation un petit peu bizarre. Tous les deux vont évidemment tomber amoureux et ils vont décider d'acheter cette maison, de la faire reconstruire par un architecte renommé. Sauf que il y a une vieille bohémienne qui traîne un petit peu dans le village et qui va commencer à leur faire des menaces, à les prévenir comme quoi la malédiction, etc. Et bien sûr Ellie est un petit peu influencée par cette bohémienne, elle commence à avoir peur et il va se passer des choses. Donc je vais pas en dire plus, c'est plus un roman en ambiance où l'intrigue prend son temps. Ça m'a un petit peu fait penser à Rebecca de Daphné du Maurier, mais de loin, hein, je vous rassure, c'est quand même pas Rebecca. J'ai été vraiment désarçonnée en fait par ce côté un peu langoureux de la mise en place de l'intrigue que j'ai pas l'habitude de voir chez Agatha Christie, mais cela dit, elle a une plume tellement efficace que ça passe. Le point culminant arrive finalement très tardivement, et puis ensuite tous les événements, les rebondissements, les twists s'enchaînent sur la fin. Alors j'avoue que ça a été une surprise totale pour moi, j'avais pas du tout vu venir le truc, mais est-ce que une fin explosive peut rattraper plusieurs pages de longueur? Enfin il y a au moins 200 pages où il se passe pas grand... Donc 200 pages j'exagère parce qu'il est pas très long, mais au moins 150 pages où il se passe pas grand chose, où voilà c'est un peu ronronnant. Je sais pas, est-ce qu'une fin explosive peut rattraper les longueurs du début? Je me pose encore la question. En plus, j'ai pas beaucoup aimé le narrateur qui est assez antipathique. Mike, c'est vraiment un mec que t'aimerais pas rencontrer. Tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui, hein, franchement, parce que elle est vraiment toute chou. Et lui vraiment il est antipathique et on est vraiment dans sa tête à lui, donc c'est assez dérangeant. Mais voilà, c'était sympa à lire, je suis quand même contente de l'avoir lu, même si c'est loin d'être ce que je préfère chez Agatha Christie. Je préfère m'en tenir au bon vieux Hercule Poirot. J'enchaîne ensuite avec un petit Amélie Nothomb, parce que ça passe toujours bien entre deux pavés. Donc c'est Les Catilinaires, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. On revient aux sources un petit peu avec ce livre d'Amélie Nothomb, puisqu'il s'agit de son 3e roman publié, après L'hygiène de l'assassin et Le sabotage amoureux, que j'avais beaucoup aimé, les deux d'ailleurs. Et j'avoue que j'aime beaucoup retrouver Amélie Nothomb dans ses débuts. Il y a ce côté très absurde, très folklorique, un petit peu loufoque que j'aime beaucoup. Alors pour le pitch, j'avoue qu'au début ça me tentait pas des masses, j'étais un petit peu sceptique, puisqu'on va retrouver un couple de retraités, donc Émile et Juliette, qui vont aller s'installer dans une petite maison à la campagne, perdue au milieu de champs, etc. Il n'y a personne aux alentours sauf un voisin qui s'appelle Bernardin, Palamède de Bernardin, c'est ça. Et ce voisin, il est un petit peu bizarre puisqu'il va commencer à s'incruster carrément chez eux tous les jours de 16h à 18h. Donc il vient boire le café, le thé, et en fait il va venir tous les jours, sauf qu'il ne parle pas, ou alors il répond aux questions qu'essaye de... Voilà, parce que le couple essaye de faire la conversation, et donc Bernardin, monsieur Bernardin, répond de manière monosyllabique, on dirait qu'il se fait chier, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il revient tous les jours à la même heure. Le couple de retraités là, Juliette et Émile, ils ne savent pas du tout comment se débarrasser de ce voisin encombrant. C'est une intrigue un petit peu loufoque comme ça, et je me disais mais comment Amélie Nothomb va arriver à nous tenir en haleine, parce que franchement il se passe pas grand chose sur 150 pages, il se passe pas grand chose, mais on sent quand même une tension, il y a une certaine malaisance, on sent que Amélie Nothomb interroge aussi tout ce qui est les convenances, la bienséance, la politesse, jusqu'où on peut aller pour les convenances. Moi ça m'a beaucoup fait penser au théâtre de l'absurde de Ionesco, avec ce côté très loufoque, un peu fou, mais aussi quelque part philosophique, métaphysique, et puis assez drôle. Il y a des passages quand même assez drôles, ce que j'aime beaucoup chez Amélie Nothomb. Et puis elle interroge aussi les thèmes qu'elle a l'habitude, enfin qu'on retrouve ensuite dans toute son œuvre, c'est-à-dire la laideur, l'obésité, la faim, la soif,
les relations toxiques, l'amour, etc. C'est vraiment des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Amélie Nothomb. Et ben c'était déjà les prémices dans ce livre-là. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé retourner aux sources d'Amélie Nothomb. Je trouve que c'est vraiment ce qu'elle fait de mieux finalement. Et enfin, je termine avec le premier tome d'une saga que je sais que vous connaissez bien, que vous avez vu beaucoup passer sur Booktube. C'est Amstramgram de M.J. Harlich aux éditions 10-18. Ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est le premier tome d'une saga avec la commandant Helen Grace, donc on est sur du thriller britannique. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Chaque tome reprend le titre d'une comptine pour enfants, donc là Amstramgram. C'est terriblement addictif, c'est un véritable page turner. On sent que M.J. Harlich sait ménager son suspense, il a vraiment une plume terriblement efficace. Les chapitres sont courts, donc ça se lit vraiment tout seul. On a envie de lire la suite et franchement, on tourne les pages et on se retrouve à avoir lu la moitié du bouquin sans même s'en rendre compte, tellement c'est addictif. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre donc deux jeunes amoureux, Amy et Sam, qui malheureusement ont été kidnappés alors qu'ils faisaient du stop sur le bord de la route. Ils vont se retrouver dans une piscine délabrée au fin fond de on ne sait où. Il n'y a plus d'échelle, rien pour sortir de cette grande piscine un peu olympique. Ils vont être dans une espèce de huis clos un petit peu à ciel ouvert et ils ont juste un téléphone et un flingue, et sur le téléphone il y a un message: tuer ou être tué. Un seul d'entre eux peut s'en sortir vivant. C'est ce que c'est un peu le modus operandi de la personne qui les a kidnappés. Et donc ils sont face à un dilemme cornélien parce qu'ils s'aiment mais ils savent très bien qu'ils vont pas survivre et que seul l'un d'entre eux peut survivre en tuant l'autre. Donc c'est quand même terrible parce que le survivant devra vivre avec la mort de son aimé sur la conscience. C'est quand même assez incroyable. Malheureusement, ils ne vont pas être le seul binôme à être victime de ce serial killer kidnappeur qui a vraiment ce mode opératoire très particulier puisqu'il ne tue pas de ses mains en fait. Et quelque part, il y en a un qui meurt vraiment et l'autre qui meurt métaphoriquement, en tout cas psychologiquement, puisqu'il aura cette culpabilité à vie d'avoir tué l'autre personne. C'est quand même assez incroyable, j'avoue que le pitch me parlait beaucoup et m'intriguait beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Helen Grace qui a ce côté femme forte, femme badass, mais avec un background, une histoire un petit peu douloureuse. Et bon, on commence à en apprendre un peu sur elle, mais je pense que voilà, on apprendra mieux à la connaître dans les tomes suivants. Donc moi, ça m'a beaucoup donné envie de lire la suite. Et surtout que ça se lit, mais vraiment super facilement. Le problème, peut-être, c'est que c'est vite consommé, peut-être vite oublié, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé ça terriblement efficace. Le genre de petit thriller qui passe crème, qui est efficace, qui fait vraiment le job et tu passes un bon moment de lecture, c'est addictif. Bon, peut-être que voilà, c'est vite consommé, vite oublié, mais en tout cas moi j'ai passé un excellent moment de lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà, c'en est tout pour ce bilan lecture de mes dernières lectures un petit peu de 2021. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres, aussi vous les avez déjà lus, est-ce que vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir à l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de belles lectures d'ici là. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!